officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Bonjour à tous. Alors nous allons parler du système scientifique et d'abord le présenter comme étant dirigé par les Nord-Américains. C'est eux qui ont imposé ce système abracadabrantesque que je vais vous montrer qui court à la catastrophe. Alors voilà, leur leitmotiv c'est publish or perish. Alors évidemment, ça signifie quoi? Ben, ça veut dire que les gens qui veulent absolument une carrière rapide publient n'importe quoi très vite et du coup ce sont les moins compétents qui acquièrent des hiérarchies. Donc après on est dirigé par des gens qui sont moins compétents que ceux qui le dirigent. Alors voilà, et donc ça aboutit à une censure sur toute observation discordante. En particulier, je donne un exemple. Il y a un astronome allemand, il était aux USA, il a remarqué qu'il y avait des couples de galaxies reliés par des ponts de matière avec des décalages spectraux différents, c'est-à-dire que selon la théorie officielle, ces deux galaxies devaient être à des distances différentes. Or, on voit bien qu'elles sont reliées par un pont. On lui a rétorqué, ce ne peut être qu'une illusion d'optique. Alors, dégoûté, il a été renvoyé et il est retourné en Allemagne. Il s'appelle Alton Harp. Alors, comment procède-t-on pour éliminer tous les travaux qui dérangent le consensus suprême? Eh bien, on procède par expertise anonyme. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai voulu présenter un travail sur la cosmologie à l'Académie des sciences. J'ai reçu une lettre anonyme, non datée, non signée, qui disait « Le Big Bang est avéré ». Donc, rien que par cet argument, tout travail différent est éliminé. Voilà l'exemple d'une censure que j'ai eue. Vous trouverez dans mon ouvrage les détails. On a donc un système scientifique dogmatique sans éthique. Parce que pour se comporter comme ça, il faut vraiment... Alors, en plus, il y a autre chose, c'est que la méthode scientifique complète comporte toujours une partie inductive et une partie déductive. Ils se sont concentrés sur la partie déductive, c'est-à-dire qu'ils ont associé la physique au système mathématique. Et donc, ce sont des formalistes qui sont emparés, des formalistes se sont emparés de la physique. Et ça débouche sur une catastrophe. Voilà, le formalisme officiel rejette toute simplicité et est anti-pythagoricien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner d'explication à partir de petits nombres. Alors voilà mon travail que je propose maintenant, après 50 ans alors j'ai refusé, quand j'ai fait ma thèse d'état à Saclay, j'ai refusé d'entrer dans ce système pernicieux. J'ai dit, je ne rentre pas dans vos équipes de recherche, je fais ma recherche tout seul. Et 50 ans après, je bouleverse tout. Alors ce n'est pas le premier cas où un individu isolé bouleverse complètement la hiérarchie académique. Il y a eu le cas au siècle dernier d'Augustin Fresnel. Il avait proposé une propagation ondilatoire de la lumière à l'encontre des corpuscules de Newton qui disaient que la lumière se propage par petits corpuscules. Et c'est Augustin Fresnel qui l'a remporté haut la main par rapport à l'Académie des sciences. Et le phénomène se reproduit à nouveau. Vous verrez dans cet ouvrage, il y a 4 révolutions. Voilà. Première révolution, on rétablit le concept de cosmos des anciens. On rétablit le rôle central de l'humain par rapport au cosmos, on rétablit le bon sens en physique, et on rétablit les petits nombres, en plus, qui sont d'origine biblique. Alors on va commencer par le cosmos. Eh bien, il se trouve qu'il y a une observation fondamentale en cosmologie, c'est que nous sommes environnés par un rayonnement micro-ondes qui est le même dans toutes les directions, à la même température, et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la preuve du cosmos, c'est le cosmos qui se montre à nous. Mais il a été présenté comme une preuve décisive du Big Bang, alors que c'est une réfutation. Pourquoi?
Parce que dans le Big Bang, c'est une explosion. Or, rien n'est plus éloigné d'une explosion qu'un équilibre thermique. Donc, autrement dit, c'est une forfaiture complète. Donc, ce fameux retour du cosmos, ce cosmos des anciens, d'ailleurs, a été oublié, personne n'en parle. Et on ne l'a pas reconnu dans ce fond de rayonnement. Voilà, pour le cosmos, il est donc de vision directe. Alors, il y a autre chose. Le pendule de Foucault, quand il oscille, il ne s'occupe pas de la Terre. Il se branche directement sur le cosmos, et il s'aligne sur le cosmos, et c'est la Terre qui tourne en dessous de lui. Donc si vous allez au Panthéon, vous constaterez ce fameux pendule qui est branché à 60 mètres de hauteur, et qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le sens inverse de la rotation de la Terre. Voilà. Et alors, là, c'est aussi une preuve du cosmos. Bon, donc je continue. Alors, il se trouve qu'un astrophysicien récemment a proposé également que nous sommes seuls dans l'univers, mais il s'est basé sur des raisonnements assez réduits. En particulier, il a considéré la Terre, l'histoire de la Terre et de la Lune. Et il a montré que la probabilité pour que sur notre planète, on ait le même arrangement de situations qui font qu'on ait une planète gazeuse et nuageuse et pleine d'eau. Et ça, pour qu'on retrouve cet agencement sur une autre planète, la probabilité est extrêmement faible. Alors, il y a aussi le système solaire, les systèmes extrasolaires ont été observés, et ils ont observé que les systèmes extrasolaires sont très différents de notre système solaire, qui paraît très très régulier. Alors, dans mon ouvrage, vous verrez, c'est que j'ai fait la relation entre la définition du mètre égyptien, le rayon de la Terre et la distance de 3570 mètres, qu'on appelle l'horizon holographique. C'est l'horizon d'un marin qui est situé à 1 mètre de hauteur, il voit l'horizon à 3570 mètres. Et on obtient comme ça le rayon de la Terre au millionième près à la latitude de Jérusalem. Donc c'est extrêmement précis. Alors d'où vient ce 3570? Il est lié au nombre d'or. Alors le nombre d'or, je vous le rappelle, hein, c'est 1,618,034. Vous pouvez le taper sur votre calculette, ou votre ordinateur, ou votre téléphone portable. Si vous prenez la puissance 17, vous avez 3571, moins 1, 3570, et c'est 17 par 210. 17 étant la somme des 4 premiers nombres premiers, et 210, le produit de ces nombres premiers. Donc ça ne s'invente pas, c'est une propriété mathématique fondamentale du nombre d'or, qui est donc reliée à la Terre, et que personne n'a vu. Alors, donc, j'introduis, au lieu du principe anthropique, qui dit que la vie est un peu partout dans l'univers, j'introduis le principe solentropique, comme quoi nous sommes seuls dans l'ensemble humanité, Terre, Soleil, système solaire, univers et cosmos. Parce que je distingue bien l'univers qui est visible et du cosmos qui est extérieur. Nous sommes donc seuls dans l'univers, et ceci, on est affirmatif par rapport au fait que c'est vérifiable par tous. Tout le monde peut vérifier les relations extrêmement simples. Donc alors maintenant, nous allons venir au côté, le retour du bon sens. Comment le bon sens va s'appliquer? Alors, d'abord, il faut bien signaler une chose, que la récession galactique n'implique pas l'expansion de l'univers. Tout le monde s'est trompé là-dessus. C'est pas parce qu'un fleuve coule qu'il va s'arrêter de couler. Voilà. Donc, autrement dit, il peut y avoir une récession galactique, un rayon d'univers constant. Ou autrement dit, c'est pas parce que ça bouge localement que l'ensemble n'est pas constant. On a un exemple avec la coiffe de montagne sur le mont Fusiyama au Japon. Alors, la coiffe de montagne est fixe, mais il y a un vent violent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça circule localement, ça se condense en arrivant là, et ça se décondense. Autrement dit, vous avez un mouvement local, mais l'ensemble est fixe. C'est un petit peu la critique de ce que disait Héraclite quand il disait on ne se baigne jamais dans le même fleuve. Mais si, c'est le même fleuve. C'est peut-être pas la même eau, mais s'il y a un glacier en amont qui l'alimente, le fleuve, il est constant. Voilà. Donc, autrement dit, ce concept de permanence rejoint plutôt la conception de Parménide qui s'opposait à Héraclite.
Parménide disait, ce qui est important, c'est la variance, la constante. Alors, il y a quelqu'un quand même, donc, qui a, avant moi, qui a parlé de cette histoire de rayons fixes. Il s'appelait Fred Hoyle, et c'est lui qui a introduit ce concept de cosmologie permanente. Un autre très grand scientifique, Eddington, lui aussi a rejeté le Big Bang, et il a prévu le bon rayon de l'univers, 14 milliards d'années-lumière, le bon nombre d'atomes dans l'univers au millième près. Il a prévu aussi l'électron super lourd et l'importance du 137. Mais ce qui s'est passé, c'est que, comme il a mêlé à l'époque le grand et le petit, on a dit, Eddington, bien que c'était le meilleur physicien de l'époque, il a pété les plombs, et donc il a introduit même des nombres, donc autrement dit, il a fait de la numérologie, les gens n'aiment pas du tout ça, et donc il a été rejeté, et sa théorie fondamentale a été mise à la poubelle. Alors par contre, il y a une idée toute simple que personne n'a eue, que j'ai eue moi-même, c'est simplement que la matière est une oscillation matière-antimatière. Voilà. Ils ont cherché l'antimatière partout, le plus simple était de supposer qu'elle était là, et qu'on avait une oscillation de la plus naturelle. Ceux qui sont intéressés pourront regarder mon site. Et en particulier, ça explique ce que c'est que la matière noire. La matière noire est une oscillation matière-antimatière en quadrature de phase, ce qui fait que si vous multipliez un sinus par un cosinus, la moyenne est nulle, donc autrement dit, il n'y a pas d'interaction. Alors, maintenant, il y a aussi une autre chose que les gens n'ont pas assisté, c'est que la vitesse lumière, tout le monde a dit, c'est une limite. Non, c'est pas une limite, c'est une frontière entre bradion, la matière ordinaire, et tachyon, de la matière qui va toujours plus vite que la lumière. Bon, maintenant on va arriver à la quatrième partie, c'est-à-dire où sont les nombres importants, les nombres importants qui interviennent en physique. Alors, il faut d'abord considérer que la physique est basée sur des constantes universelles, C, H bar et G. Et alors, la théorie ultime, la théorie du tout, doit combiner ces trois constantes, donc c'est cette pointe-là. Mais personne ne sait ce qu'il y a, et moi je propose, c'est ce qu'on appelle l'holophysique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on mélange les trois constantes? On obtient une longueur de Planck et un temps de Planck. Ils sont très petits, 10-35 mètres, 10-44 secondes. Donc ils ont dit c'est le mur de Planck, et c'est les quantités minimum au-delà duquel on ne peut pas descendre. Je vais démontrer que c'est faux. Parce que maintenant, si on calcule une masse, on trouve 22 microgrammes, donc c'est la masse d'une poussière, et personne n'a remarqué, c'est la masse de l'ovocyte humain multipliée par racine de 137. Et alors maintenant, si j'enlève le C, pourquoi j'ai enlevé le C dans cette triplette de constantes? J'enlève le C parce que le C, c'est une vitesse trop lente pour assurer une cohérence dans un univers aussi vaste. Donc, je l'ai remplacé par quoi? Je l'ai remplacé par les constantes fondamentales qui sont juste après dans la liste. C'est la masse de l'électron, du proton et du neutron. Ce sont les trois particules principales de la physique atomique. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le bon demi-rayon de l'univers, donc la bonne masse, et donc la bonne fréquence, parce que la masse est liée à la fréquence. Ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas d'expansion, et le Big Bang, au lieu d'être initial, il est permanent. C'est-à-dire que l'univers oscille à une fréquence énorme, très rapide, de 10 puissance 104 Hz. Et donc son âge est indéfini, on ne peut pas parler de l'âge de l'univers. Alors voilà la valeur du rayon que donne le calcul. C'est un calcul que j'ai fait en 3 minutes, lors de mon année sabbatique. On trouve 13,8 milliards d'années-lumière. Et donc, dans leur jargon, ça correspond à une constante de 70,9. Mais ce qui est important, c'est le produit des masses de l'univers par les trois particules, c'est la puissance 4 de la masse de Planck. Autrement dit, l'univers se comporte au même titre qu'une particule. Donc ça confirme le concept que l'univers, c'est une particule dans le cosmos. Alors, est-ce qu'on a des confirmations par rapport à l'humain? Oui, parce que la moyenne entre cette valeur de R du rayon et la longueur de Planck, c'est une longueur typique des mammifères. On a la température des mammifères de manière très précise, 40 degrés centigrades. C'est la température létale des mammifères. Je rappelle que la température des mammifères, c'est une donnée très importante en biologie, parce que l'ours
l'ours polaire ou l'antilope africaine ont la même température corporelle. Et ce qui est, c'est contraire à tous les principes d'énergie, ce qui veut dire que la température est essentielle en biologie. Alors, est-ce que ça peut être du hasard? Non, parce que cette relation se couple avec toute une série de relations, et si on multiplie les probabilités, on arrive à 10-10, autrement dit, le hasard est exclu. Alors, cette cosmologie permanente, donc, exige que tout soit pareil dans l'univers. Donc, les galaxies qui sont situées dans le domaine proche ou les galaxies lointaines doivent être les mêmes. C'est ce qu'ils ont observé récemment avec le nouveau télescope. Et c'est ce que j'avais prédit. J'étais le seul à avoir prédit qu'ils allaient rencontrer des galaxies toutes vieilles et toutes bien formées au fond de l'univers, et ils les ont appelées les galaxies impossibles. Au début, on les appelait même galaxies tueuses, parce que ces galaxies bouleversent complètement le modèle de Big Bang initial. Alors, cette cosmologie permanente avait aussi prévu l'accélération de la récession galactique, qui a été une surprise totale pour les officiels. C'est pour ça qu'ils ont introduit un artifice l'énergie noire. Ils sont complètement perdus. Et en plus, cette cosmologie permanente avait prévu un univers euclidien, c'est-à-dire qui soit très simple à longue distance, et donc qui soit conforme à la physique quantique. C'est-à-dire on retrouve l'espace absolu de Newton, c'est-à-dire on supprime la relativité à ce moment-là, et on a un espace qui devient tellement simple qu'il peut s'accommoder avec l'espace quantique, qui lui utilise toujours l'espace euclidien. Alors, il faut rappeler que la relativité de Poincaré, il avait annoncé un avertissement que personne n'a suivi. La relativité est une théorie locale, donc ne peut pas s'appliquer au cosmos. Alors, il y a un principe, quand même, dans cette histoire-là qui est supprimé, c'est le principe de Lavoisier. Lavoisier avait dit « Rien ne se perd ni ne se crée, tout se transforme ». Mais il ne s'applique plus en cosmologie. Pourquoi? Parce que, pour compenser les galaxies qui fuient au-delà de l'horizon, il est nécessaire qu'il y ait une apparition de particules, une apparition de matière. C'est comme sur le mont Fuji, les particules qui passent, sans arrêt, elles sont remplacées par des nouvelles. Alors, quel est le taux de création de nouvelles matières? Ben, c'est la masse de l'univers tous les 13,8 milliards d'années. Donc 13,8 milliards d'années, vous entendrez dire que c'est l'âge de l'univers. C'est pas l'âge de l'univers, c'est l'âge de renouvellement de la matière dans l'univers. Et ça correspond quoi en volume? Un neutron pour 0,18 mètres cubes, et 0,18 mètres cubes, c'est le volume d'un couple d'humains. Donc on retrouve encore une donnée anthropique ici. Alors j'ai introduit le principe holographique en utilisant la longueur de Planck, non pas comme un quantum, mais comme une longueur intermédiaire holographique, et ce qui me permet maintenant de calculer les rayons du cosmos par rapport aux rayons de l'univers en disant que c'est le rapport des deux vitesses grand C sur petit c. Et alors, quand on considère le rapport au carré, grand C petit c au carré, c'est 10 puissance 122, ça explique le rapport entre l'énergie du vide quantique et l'énergie de l'univers. C'est un calcul qui bloque complètement la physique actuellement. Et là, on l'explique comme ça. Alors voilà, ça je vous présente, j'ai présenté ces travaux à Cambridge parce que ça avait été refusé par la fondation de Broglie en France, c'est une honte. Hein, et j'ai été obligé de le présenter là-bas. Et j'ai fait un calcul très simple, basé sur la troisième loi de Kepler, basé sur des nombres entiers, en disant qu'un carré égale à un cube, c'est forcément une puissance sixième. On en déduit à ce moment-là la deuxième loi directement, il est quantifié, et ça introduit un quantum de rotation directement, ce que Newton aurait pu trouver. Et quand Jean-Claude Péquer a vu ça, il est devenu instantanément pythagoricien. Lui qui avait combattu le pythagoricien pendant toute sa carrière. Et ça l'a complètement convaincu. Donc c'est bien la preuve que c'est indestructible. Alors quand on applique le principe holographique avec toutes les grandeurs connues de la physique, on trouve comme nombre ici caractéristique le nom de la série des cordes, mais des cordes tachyoniques, c'est-à-dire les cordes, une théorie des cordes qui fait introduire des vitesses plus grandes que la vitesse lumière, et pour la valeur nominale qui est 26, la valeur caractéristique, on en déduit 6 fois le rayon de l'univers. Alors pourquoi il y a le rapport 6? Vous allez le voir tout de suite, c'est qu'en fait, quand on considère un rapport très important comme le rapport de la masse carrée de Planck sur électron-proton,
Et si on divise par le grand nombre, et ainsi le nombre holographique, on a 153 à un rapport près, mais précis à 10-7. Bon, quand c'est précis à 10-7, c'est-à-dire que le hasard est exclu. Ce qui veut dire que 153, c'est 1836 sur 12. Et 153 est un nombre biblique, et 12 aussi. Parce que 12, c'est le nombre d'apôtres. Et 12, c'est un nombre surabondant. Il est plus grand que la somme de ses multiples. Et là, donc aussi, le hasard est exclu. Donc maintenant, on va arriver à ces fameux nombres bibliques. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ce 153, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un nombre premier. Parce que 137 est premier, donc on peut dire 137 est très spécial. Mais un nombre premier, on ne peut pas le représenter géométriquement. Mais un nombre comme ça, 153, c'est ce qu'on appelle un nombre triangulaire. C'est la somme des 17 premiers nombres. Et donc il est représenté ici. Et on a représenté en haut la tétractys, qui est la somme des 4 premiers nombres. Petit. Et quand on rajoute cette... on en met 6 comme ça, on obtient ce qu'on appelle le damier chinois. C'est-à-dire, on a 6 tétractys. Hein. Chacun de ces triangles, c'est une tétractys. C'est la somme des 4 premiers nombres. On en a 6 extérieurs, 6 intérieurs, plus 1. Donc, autrement dit, voilà, on va revenir à cette tétrade. Voilà, alors, cette tétrade, c'est la somme des 4 premiers nombres. Alors, ça fait 10, c'est exactement le nombre de vos doigts. Parce que si vous avez dit 1, 2, 3, il vous reste 4. Donc, c'est exactement... La tétractys s'adapte à l'humain. Mais il y a une chose que les gens n'ont pas remarqué. Parce que cette tétractys a traversé tous les siècles, personne n'a vu que 10 et 3 plus 7. Parce que vous avez 3 et 7. Et 3, c'est 4 moins 1. C'est 2 puissance 2 moins 1. Et 7, c'est 8 moins 1. C'est 2 puissance 3 moins 1. Donc, il y a une relation entre 3 et 7. Quelle est-elle? 2 puissance 2 moins 1, ça fait 3. Donc, vous remettez le 3 en exposant 2 puissance 3 moins 1, ça fait 7. Vous remettez à ce moment-là le 7. Ici, vous avez 127. Et quand vous le remettez une dernière fois, vous obtenez le rayon de l'univers. Donc, c'est ce qu'on appelle la suite fulgurante, parce que ça correspond à élever 4 fois en puissance, des puissances de puissance de puissance de puissance. À partir du nombre le plus simple, vous avez le rayon de l'univers. Alors, et quel est le rayon du cosmos? Le rayon de l'univers, c'est 2 puissance 128, mais le rayon du cosmos, il se trouve, c'est 6 puissance 128. Comme 6 égale 2 plus 3, on voit bien que le cosmos se sépare en univers et plus le complément. Donc, vous avez le rapport entre RC et R, c'est le rapport de la vitesse, les deux vitesses lumière, c'est 3 puissance 128. Alors, si on regarde en détail ce qui se passe, c'est quand vous reprenez ça et vous ajoutez 3 plus 7, ça fait la tétractys, plus 127, vous obtenez 3 plus 134 qui donne 137. Et c'est ce qui est représenté en Égypte, dans le temple d'Amon, il y a la salle hypostyle, vous avez 134 colonnes, qui est située en 2e et 3e pylône. Et en plus, on voit bien que sur le côté, il y a les colonnes sont rangées par rang de 7, qui est apposé à une grosse colonne sous-centre. Ça veut dire que 7, c'est bien 8 moins 1, c'est représenté texto direct. Hein. Donc, autrement dit, ce n'est pas du hasard. Les Égyptiens connaissaient la suite fulgurante et l'ont représentée dans la pierre. Alors, pendant des millénaires, les gens ont traversé ces colonnes. C'est impressionnant, ça fait très peur. Mais personne n'a songé à les compter. C'est un message numérique. Alors, il y a une confirmation en plus supplémentaire, c'est que le volume du cosmos divisé par le volume de l'atome, c'est 137 puissance 137. Ça ne s'invente pas. En plus, quand on considère la spirale de Théodore, hein, vous verrez dans mon ouvrage, hein, les deux sont reliés, c'est-à-dire 2 fois 153, ça fait 306, c'est 137 racine de 5, mais plus précisément, c'est 137 035 99, on a à 10-7 près la constante électrique reliée directement au 153. Donc on a une deuxième relation basée sur le 153. Alors, en plus, maintenant, pour finir, je vais rappeler quel est le nombre de notes dans les gammes de Pythagore. Alors, il y a 5, c'est la gamme chinoise antique, c'est les 5 notes du piano. 12, c'est la gamme occidentale. Il y a 5 noires et 7 blanches. 41 notes, c'est la gamme de Moulin, une gamme un peu spéciale. 53, c'est la gamme hindoue, mais ce qu'on appelle aussi la gamme des solfèges.
parce que 53 est voisin de 6 fois 9, de 54. C'est-à-dire un ton qui est le sixième de l'octave, comporte 9 commas. Et ces 9 commas peuvent être séparés entre 5 et 4. Un demi-ton chromatique et un demi-ton majeur et un demi-ton mineur. Ensuite, vous avez 306 notes, c'est 2 fois 153, et c'est la sixième partie de 1836. C'est aussi la masse atomique d'un nucléotide d'ADN. Et comme il y a 6 nucléotides pour former le bicodon d'ADN, on retrouve que la masse du bicodon d'ADN est 1836. Et alors, finalement, on trouve un nombre encore plus précis, la grande gamme, c'est 665, qui correspond à une holographie très précise entre la Terre et le Soleil, et qui multiconnecte avec les paramètres. Alors qu'est-ce que c'est que ce 665? Ça veut dire que 665, vous savez, c'est donc le nombre de l'Apocalypse, 666 moins 1. Ça voudrait dire que nous sommes très près de la fin du monde. Alors, pour résumer cette histoire-là, on peut dire qu'un vrai scientifique doit reconsidérer l'arithmétique de base. Vive Euclide et vive les triangles. C'est le contraire de ce qu'ont déclaré l'école de Bourbaki, les formalistes qui ont introduit les maths modernes en France, qui fait qu'on s'est en France on s'est retrouvé à l'avant-dernière place dans l'éducation des mathématiques. Il y avait que le Chili qui était derrière nous. Donc, ils avaient dit abat Euclide et abat les triangles. Donc, autrement dit, voilà, donc on conclut là-dessus. Hein. Ce livre-là rétablit les choses. Donc, bon, je conclue là-dessus. Voilà. Donc, je vous conseille vivement de vous procurer cet ouvrage, hein, parce que ça remet tout en question et ça indique les voies à suivre. Les voies à suivre étant, évidemment, de sortir du système américain. Donc, retrouver la liberté des chercheurs, l'égalité des chercheurs et la fraternité entre les chercheurs. Je vous remercie de votre attention. À bientôt sur Gojo TV.